Le problème de vendre en ligne, et surtout en précommande, c'est qu'on vend des idées, on vend des photos, on vend un concept. Les gens achètent l'idée du pull qu'ils ont envie d'avoir. Bonjour, je suis Laurent Cretz et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Aujourd'hui, je reçois Rodolphe Gardy, Chief Marketing Officer d'Asphalt, marque de vêtements pour hommes avec du style et de la qualité, et surtout un modèle assez original dans ce milieu. Ça va ? Ah, c'est très bien. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec toi. Le modèle, la plateforme technique, votre méthode d'inbound, dont on a parlé un peu plus tôt. Vos contenus sont super léchés, c'est vraiment beau à voir. Donc comment est-ce que ça transforme derrière ? Les investissements en acquisition, le cas échéant, parce que ces contenus, il faut les faire voir. Et puis les KPI que tu gardes à l'œil en permanence. Et pour commencer, alors tu m'as dit juste avant qu'on commence que tu avais enregistré un podcast qui était un peu sur les modèles des recettes pompettes. Tout à fait. Un podcast qui n'est jamais sorti finalement. D'accord. Et donc c'est ton premier podcast ? Exactement. Sobre. On peut dire ça comme ça. À peu près. Super. Pour commencer, c'est quoi Asphalt ? Eh bien, Asphalt, c'est une marque de vêtements pour hommes qui ont envie d'investir dans de la qualité, pour des hommes qui ont envie d'être propriétaires d'un beau vêtement plutôt que consommateurs de fringues tous les 6 mois. Ok. Avec une idée de durée de vie Exactement. Nous, notre objectif, c'est de créer des vêtements que tu porteras encore dans 30 ans. Ok. Voilà, ça c'est l'objectif. Et on travaille au quotidien pour atteindre cet objectif. Toi-même, tu as un historique dans la mode ? Pas vraiment. Moi, je suis un passionné de fringues vintage, mais j'ai pas d'historique avant Asphalt. Et tu es depuis combien de temps chez Asphalt ? Depuis le début. En fait, je suis arrivé, avant que ça commence même, je suis arrivé sur la première marque de William, sur 6 et 7, et William, donc, qui est le créateur d'Asphalt. Ok. Et ensemble, on a du coup imaginé et créé Asphalt. D'accord. Alors, je fais juste une parenthèse pour dire que William a raconté l'histoire de la création d'Asphalt et de sa vie avant dans un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, que vous connaissez certainement. Et si c'est pas le cas, je vous invite à le découvrir, Génération Do It Yourself. Et du coup, tu l'accompagnes dès le début sur... surtout la création du modèle, de l'identité de la marque, et sur la communication et le marketing du premier lancement et des 27 qui en suivent. Vous êtes lancé en 2016, hein, c'est ça ? Exactement, ouais, avec notre premier produit qui s'appelle le pull parfait. Le pull parfait, voilà. Il était vraiment parfait ? Et nos clients le portent encore, donc effectivement, là on a envoyé un questionnaire de satisfaction 2 ans après à toutes les personnes qui l'ont reçu il y a 2 ans. Et figure-toi qu'il a une meilleure note que quand on l'avait envoyé 2 mois après la réception. Excellent, ouais. Excellent. Tu sais à quoi c'est dû ? Et au fait qu'il a résisté. Ok. Et du coup, le modèle est un peu différent des autres DNVB qu'on peut connaître, voire marques de fringues qui sont pas non plus digital natives. Tout à fait. Pardon, DNVB, Digital Native Vertical Brand, c'est ces marques qui se créent et qui n'existent que sur le digital, on va dire. Votre modèle est différent. Il est différent et puis il est très simple aussi. En fait, c'est assez intuitif, mais on commence toujours par poser des questions à nos clients. En fait, on intègre le client dans le design des produits en lui demandant ce qu'il veut en termes de design. Comment vous l'intégrez ? En lui envoyant des questionnaires. Ok. Donc en fait, avant de créer un produit, on a l'idée d'un produit, par exemple un pull. On lui envoie un questionnaire pour qu'il nous dise exactement ce qu'il attend de ce produit. Et nous ensuite, donc on l'implique en fait dans la création au niveau du design et aussi au niveau de la promesse, parce qu'en fait on lui demande quels sont les problèmes qu'il a
avec ses produits d'habitude. Et ensuite, nous, il y a toute une phase de production, donc de production du premier prototype, qui peut durer des mois, parfois des années, sur répondre aux problèmes que les gens nous ont montés. Donc, en fait, on a un cahier des charges. Vous testez ce prototype, hein. Il y a un peu de test and learn. Tout à fait, ouais. Il y a beaucoup de tests du prototype. Avec des clients potentiels ou c'est en interne? En interne et bientôt avec des clients potentiels. Enfin, avec des clients tout court. Ok, donc il y aura des bêta-testeurs. Exactement. Des produits Asphalt. Exact. T'as dit que vous avez lancé 27 produits. Le premier, c'était le pull parfait, c'est ça? Exactement. Quand vous lancez le pull parfait, vous n'avez pas une énorme base. Comment est-ce que vous faites ce... Non, effectivement. Alors, juste pour terminer sur juste la spécificité d'Asphalt, c'est qu'on commence donc toujours par un questionnaire. On implique le client dans la création du produit. Ensuite, on crée un prototype. Une fois qu'il est abouti, qu'on a répondu aux problèmes des clients, on explique à nos clients qu'est-ce qu'on a fait. Déjà, en fait, avant de le proposer à la précommande, on explique comment on fait. Donc il y a une phase de pré-lancement, et ensuite il y a un lancement en précommande. Et donc c'est aussi ça qui est un petit peu particulier par rapport à pas mal de DNVB, c'est qu'on vend un produit avant de le produire. On fait un prototype, on le shoot, et ensuite, une fois que les gens ont précommandé, on le produit. Une sorte de crowdfunding. Exactement. Du produit que vous avez, vous avez demandé l'avis des gens, vous avez fait un prototype, vous les expliquez, vous présentez le prototype, vous prenez des précommandes et vous envoyez en production. Exactement. Ok. En termes de trésor, c'est exceptionnel. Effectivement. Okay. C'est un bon. Est-ce que vous produisez à quelle quantité vous produisez? Eh ben, ça dépend. Les précommandes et plus, il y a de la marge, il y a du. Effectivement, il y a toujours un petit peu on produit toujours un petit peu plus par rapport aux précommandes. Les quantités, ça varie entre. Ça dépend des produits, mais entre 2500 et peut-être 6000. On n'a pas encore passé la barre des 10 000 par précommande, mais ça ne saurait tarder. Et entre donc 2500 et 6000. Mais ça correspond à quel pourcentage par rapport aux précommandes? 110, 120, 130? Du coup, effectivement, à chaque fois, on produit à peu près 10% de plus pour les échanges de taille et un petit peu de stock derrière. Ok, c'est intéressant. Moi, j'ai bossé dans l'aérien dans une autre vie, il y a très très longtemps. D'accord. Et le gros sujet, c'est le yield management et comment je vends suffisamment de place dans mon avion pour que, en comptant les no-shows, en comptant les retards, en comptant les annulations, et mon avion soit quand même plein et que je gagne de l'argent. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent sortis d'un avion, qui peuvent pas prendre un avion parce que l'avion est déjà plein. Du coup, vous produisez précommande, échange et un peu de stock, et ce stock, vous l'évaluez comment? En fait, on produit un tout petit peu plus par rapport à ce qui a été commandé, à peu près 10%. Donc c'est toujours à peu près la même quantité, ce qui nous permet en fait de faire les échanges plus facilement dans les livraisons. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est vendu, qu'il n'y a plus de stock, ça existe, plus de stock, mais vous repartez en production parfois ou pas? Le pull parfait, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Exact. Il a été reproduit depuis? Absolument. En fait, chaque année, on le repropose en précommande à un certain moment de l'année. Et oui, effectivement, nos produits ont plusieurs vies. Et on change pas systématiquement notre produit. En fait, c'est là aussi où on change par rapport à pas mal de marques qui changent de collection chaque année. Et en fait, nous, c'est toujours le même produit qui revient en précommande une fois par an. Ok. En ayant interrogé les gens en amont, tu t'assures d'avoir un produit qui marche. En fait, en faisant la précommande, tu t'assures de tout vendre. C'est malin. Et ensuite, une fois que le produit est reçu, on envoie des questions de satisfaction en fonction des améliorations que les clients voudraient voir apparaître sur le produit. On modifie légèrement le produit pour qu'il réponde encore mieux à l'attente des clients, et ensuite on le relance en précommande. Vous avez un outil pour les questionnaires de satisfaction? Pour les questionnaires tout court, ouais, c'est Typeform, c'est un truc. Typeform que vous intégrez à votre système plateforme e-commerce? Ou pas du tout, non, c'est toujours sur la plateforme Typeform. Ok. Vous avez lancé 27 produits? Ouais. Et ça, c'est sans compter ceux qui ressortent d'une année à l'autre? Si, en gros, on a fait 27 lancements. 27 lancements, dont par exemple le pull parfait plusieurs fois? 4 fois, 3 fois pour le moment, et bientôt 4. Ok. Vous produisez où? Ça dépend des produits. Toutes nos chemises et nos jeans sont faits au Maroc. Nos chaussures sont faites au Portugal. Nos costumes sont faits en Roumanie. Et on va bientôt rapatrier toute la production en Europe. Ok. Pourquoi? Parce que on est très satisfait de nos fournisseurs là-bas, mais on a envie que ce soit plus proche de la France.
D'accord, bon, très bien. Tu peux nous donner quelques chiffres sur la société? Juste qu'on ait nombre d'employés, peut-être chiffre d'affaires. Carrément. On est donc on est peut-être 6 CDI, 3 alternants et quelques freelances qui bossent avec nous au quotidien. Le chiffre d'affaires l'année dernière, fin 2018, on a fait 5 millions hors taxe. De fin 2018, vous avez lancé en 2016, donc c'est la deuxième année pleine. Ouais. 5 millions, Ouais. c'est énorme. Et bah ouais. On va creuser parce que moi, ma question et la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est que, alors, j'avais entendu ce chiffre, mais j'adorerais comprendre comment, en 2 ans, t'arrives à faire ça. Alors, on y viendra, hein, mais. Et bah nous aussi, on aimerait bien. C'est vraiment la comprendre, réponse à laquelle. La question, pardon, à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Voilà. Donc, 5 millions de CA en deuxième année pleine, et cette année, vous avez une tendance? Bah, on espère arriver à 8 millions. Okay. C'est vraiment. Ouais, ok. Bon. Mais ça fait plus de 50% de croissance. On espère. Ouais, c'est beau. Tu m'as dit tout à l'heure 2500 à 6000 produits, enfin, en quantité produits par précommande. Par précommande. Sur 27 produits, ça fait. Allez, je sais pas si je prends 4000, 4 x 12, ça fait 12 000 commandes. Non, 120 000 100 000 produits vendus. 100 000 produits vendus. Ouais. Ok. 100 000 produits vendus en 2 ans et demi. Ouais. Superbe. Et 100 000 produits vendus. Et combien de clients? Alors, c'est plutôt 100 000 produits portés par nos clients oui, et qui se baladent dans toute la France, et on est super satisfait que nos clients les portent. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Vous avez de la concurrence sur ce marché? Alors, je sais pas ce que j'ai liké sur Instagram ou sur Facebook, mais j'ai l'impression, je suis assez targeté par, je vois beaucoup de pubs Asphalt, j'en vois d'autres aussi. Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, on essaie vraiment d'éviter de se comparer. On essaie simplement de faire un bon produit et d'être sincère par rapport à notre démarche. Notre différence par rapport aux autres, j'imagine que c'est le produit, parce que nos clients reviennent. Et peut-être l'attention portée au produit. Il y a effectivement énormément de marques sur le marché, énormément de produits vendus sur ce marché, et nous on en vend peu. Peu de produits en fait on vend peu de produits différents, mais on essaie de les faire et de les vendre correctement. Avec un ton qui est assez sympa. Je regardais le site web, mais je pensais à ça quand tu viens de le dire. Vous dites on s'en fout pas. Ouais, alors ça c'est marrant. Ça c'est un des ce qu'il y a sur la page à propos. Ça a été écrit avant et pas retouché depuis le tout début. On l'a écrit avant même de trouver le nom d'Asphalt. Parce que ça a été bien pensé ou parce que ça vous sert de ligne directrice? Bah les deux. Ça nous sert de ligne directrice, bien évidemment, depuis le début. C'est un peu le pourquoi on est là, parce qu'on s'en fout pas, parce qu'on veut vraiment, on pense que c'est possible de créer de la bonne qualité, de le vendre à bon prix et quelque chose qui tienne longtemps, et de pas prendre les gens pour des cons. En gros. Ok. Bon produit, bon prix, et, ouais. Et pas prendre les gens pour des cons, bonne approche, et essayer d'être transparent, sincère, et effectivement de pas prendre les gens pour des buses. Ok. Tu m'as dit que c'était un peu un pivot, c'est ça, de la boîte précédente vers Asphalt? Ouais, alors... pardon, la question à laquelle je veux venir, c'est en termes de techno, vous avez récupéré quelque chose ou vous êtes parti de zéro? Bah, on a récupéré juste la base mail. En gros, on leur a dit, est-ce que vous voulez être informé de la nouvelle marque qu'on va lancer? Et puis et voilà. D'accord. Et alors, vous l'avez construit sur quelle plateforme, Asphalt? On l'a construit sur Shopify. C'est un choix de qui? De moi. En fait, avant, on était sur PrestaShop avec 6 et 7. C'était une cata, clairement. Et à côté, Shopify, c'est une Ferrari, c'est incroyable. Alors, c'est pas le premier à dire ça, donc on va croire qu'on est vendu, mais ah non, mais Shopify, pourquoi? C'est incroyable. Eh bien, en termes déjà d'utilisation, le back office est vraiment plus simple. Le funnel est déjà créé. En fait, toutes les parties techniques qui sont généralement galères sur un site web sont optimisées par Shopify et sont pris ont été réfléchis et optimisés par Shopify. D'accord, mais je crois que t'as pas la main dessus. C'est pas un problème pour vous? En fait, t'as pas la main sur le funnel. Ça, c'est un peu chiant, et en même temps, nous, on a Shopify Plus, qui est
la plus haute gamme de Shopify. Et effectivement, il faut faire plus d'1 million, je crois, hein, pour être Shopify Plus. Ouais, je dis une bêtise. Peut-être. Ok. Bon, en tout cas, on a la main sur le funnel, mais en fait, il est très bon tel qu'il a été conçu par Shopify. Donc, on l'a pas encore modifié beaucoup. Ok. Alors, tu me disais avant un truc assez rigolo. Je te repose la question. Qui vous fait vos développements? Eh bien, c'est une ancienne podologue qui a 55 ans et qui s'appelle Magali. Magali, bonjour, j'espère que tu nous écouteras. Qui est notre dev depuis le tout début et qui est excellente, qui s'est formée avec nous au développement Shopify. Ok. Donc, tu fais le choix en 2016 de partir sur Shopify. Vous trouvez Magali, vous faites le lancement, vous avez la DA qui est faite en externe? Alors, même avant ça, en fait, le choix, il est d'abord de partir sur Ulule. En fait, à l'époque, on n'a rien. On a une maigre base de 6 et 7, l'ancienne marque. On a une page Facebook, on a quelques articles et c'est tout. Et ensuite, on a fait un petit peu de pub sur nos questionnaires sur le pull parfait pour récupérer quelques adresses mail de gens qui pourraient être intéressés. Tu les poses où, tes questionnaires? Toujours Typeform, sur Facebook. Ouais. Alors du coup, on envoyait les gens sur Typeform. À l'époque, c'était Vizir, c'était une autre application de questionnaire qui fait plus de questionnaires maintenant. Que tu postes sur les réseaux sociaux et t'en fais la pub sur les réseaux sociaux. Enfin, tu promeux sur les réseaux. Et du coup, je demande l'adresse email à la fin du questionnaire. Les gens le remplissent et ensuite on leur parle du développement qu'on est en train de faire de ce pull qu'on a appelé parfait parce que on a essayé de faire le meilleur pull qu'on connaisse. Ça, c'est avant Ulule. Ça, c'est avant Ulule, ouais, en fait. Et donc, à ce moment-là, vient le problème technique de où est-ce qu'on va envoyer les gens une fois qu'on aura le prototype, shooter le prototype. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent, il y avait beaucoup de petites boîtes qui s'étaient lancées en utilisant Ulule. C'est vraiment pas mal pour les gens qui se lancent parce que, en fait, il y a beaucoup de réassurance déjà. Les gens ont l'habitude de voir Ulule. Donc, forme de Kickstarter, oui. Ouais, c'est une plateforme comme Kickstarter, mais c'est en français et il y a beaucoup de projets mode qui se développent là-dessus. Et donc, on s'est lancé là-dessus simplement parce qu'on n'avait pas le temps et puis de lancer un site web et que ça permettait de tester le modèle, en fait, tout simplement. Ok. Et vous vous concentrez donc sur l'essentiel, c'est-à-dire le produit, les avis clients. Et le marketing. Vous lancez la campagne. Est-ce que vous il y a 10 ans ou 15 ans, je sais pas d'ailleurs, mais quand Kickstarter s'est lancé, on lançait ses campagnes et c'était tout. Aujourd'hui, il y a un vrai marketing et campagne de lancement autour d'une campagne de crowdfunding. Ouais, alors du coup, on l'a lancé sur Ulule et ensuite on a fait notre site web. Et en fait, entre ce qu'on a fait sur Ulule il y a 2 ans et demi et ce qu'on fait maintenant sur notre site web, c'est la même chose. Ok. Vous prenez des précommandes pour des produits. Exactement. Okay. Et on les market de la même manière. On a la même plateforme de lancement pour chaque produit. Donc à l'époque d'Ulule, vous aviez déjà ces vidéos aussi léchées. Alors peut-être pas aussi léchées qu'aujourd'hui, mais. Non, effectivement, et s'était pas aussi léché, mais effectivement, on avait vraiment bossé sur la partie shooting. On avait une vidéo. T'as une idée du temps et du coût que ça a représenté pour la boîte de cette campagne Ulule? Du temps, justement, ça nous a fait gagner énormément de temps de commencer sur Ulule, puisqu'on n'avait pas eu à développer un site web. Ça nous a fait gagner peut-être 25-30 000 euros de pas développer notre propre site web. Le temps nécessaire, c'est juste le temps de faire la page de vente. Donc, et les contenus, je sais pas, les vidéos, les images. Évidemment, ça prend du temps. Okay. Et ça, c'est quelque chose c'est ce qui nous a pris probablement le plus de temps. De réfléchir au branding, au ton de la marque, à l'image qu'on voulait utiliser, le photographe, le mannequin, ça a pris pas mal de temps. Ouais. Ça s'est appelé Asphalt dès le début? Et ça a été, on a mis 3 mois, je crois, à trouver le nom. C'était un calvaire. Pourquoi Asphalt? Parce qu'en fait, on cherchait quelque chose qui soit urbain déjà, parce qu'on sait que nos clients, nous, on est des urbains, qui en même temps invitent au voyage. Et qui soit brut, c'est un matériau et c'est un truc un peu viril et voilà. Marque pour hommes. Exactement. Vous ferez les femmes un jour ou? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Donc campagne Ulule qui marche bien. Ouais, ça cartonne beaucoup plus que ce qu'on espérait. Enfin, ça cartonne, toute proportion gardée, mais ouais, on en a vendu 2500 alors qu'on n'avait pas encore vendu un seul produit. On avait quelques clients de 6 et 7 qui nous ont acheté des produits, mais ouais, en fait, là, on avait créé beaucoup d'attentes sur ce produit. Et ouais, ça cartonne dès le premier jour. On en vend 300, je crois. Ensuite, on lance un peu de pub Facebook.
Et là, on a des à conversions. quoi s'attribue ce succès, pardon? Et ben, en fait, un marketing qui a été réfléchi en amont, à une stratégie de lancement qui a été peaufinée en amont. Et évidemment, ça n'a pas été un hasard, mais en fait, ça a été un succès beaucoup plus que ce qu'on espérait. Mais donc, en fait, ce qu'on essaie de faire systématiquement sur les lancements d'Asphalt, c'est de faire comprendre aux clients comment est-ce qu'on a travaillé sur chaque produit, le temps qu'on a passé, le dévouement qu'on a fourni pour arriver à un niveau de précision qu'on espère assez important. Et donc ils comprennent vraiment l'essence de ce produit, comment est-ce qu'on s'est cassé la tête pour répondre à leurs problèmes. Et tout ça, en fait, on a essayé de leur faire comprendre avant le début de la campagne. Okay. Pour qu'en fait, ils prennent la décision d'acheter ou non le produit avant qu'il y ait un prix dessus ou même qu'il soit même un disponible. bouton acheter, quoi. Okay. Voilà, c'est ça. Créer de l'envie. En fait, ils doivent avoir pris la décision je prends pas avant que le lancement soit fait. Hyper intéressant. Ok. Et donc, on doit construire la valeur du produit en expliquant chaque détail. Et donc ça, je pense que c'est ce qui fait qu'on a eu un petit succès dès le début, c'est que on est vraiment allé dans le détail. Je sais pas, on a fait 6 articles, c'était beaucoup trop, mais on a fait 6 articles pour parler de comment est-ce qu'on avait cherché nos fournisseurs, d'où venait la laine, comment est-ce qu'on a cherché le point de maille. Et on allait un peu trop loin évidemment dans le détail, mais en tout cas, on voulait vraiment expliquer combien de temps ça nous a pris et comment est-ce qu'on a travaillé pendant peut-être 9 mois sur ce produit. Ouais, c'est l'onglet à propos d'un produit, je trouve, mais tourné en images. Enfin, c'est mon ressenti quand je vois les vidéos, tourné en images avec des images très belles. La voix est sympa. Je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais elle marche bien. C'est vrai? Ouais. Ah, je sais pas. J'ai pas reconnu. Et si vous, mes chers auditeurs, vous voyez ces vidéos, vous comprendrez effectivement qu'il y a une vraie démo produit, mais chaleureuse, sympa, belles images. C'est bien tourné. Ah, c'est sympa, effectivement. En fait, le problème de vendre en ligne, et surtout en précommande, c'est qu'on vend des idées, on vend des photos, on vend un concept. En fait, les gens achètent l'idée du pull qu'ils ont envie d'avoir. Et donc, pour leur montrer comment, ce produit et nourrir l'idée du pull, il faut vraiment aller assez loin dans l'utilisation qu'ils pourront en faire, dans la manière dont il a été développé, et c'est ça qui fait qu'on a des pages de vente qui sont interminables, mais pour vraiment aller jusqu'au bout du travail, pour justifier le prix et pourquoi est-ce que on pense qu'il devrait acheter. Ouais. Et pourquoi il va durer 30 ans et pourquoi c'est le pantalon ou le pull et pas... Alors, on essaye qu'il dure 30 ans. Pour le moment, évidemment, c'est très dur, mais c'est notre objectif. Dans 27 ans, quoi. Voilà. Donc, il y a plein de questions qui me viennent, mais pour reprendre dans l'ordre, vous lancez sur Ulule, il y a cette campagne et ce lancement est réfléchi. Tu l'as dit, il y a une méthode, il y a une stratégie qui est mise en place. Et en fait, je réalise que depuis, vous l'avez répété 26 fois. Exactement. On a itéré 26 fois, en fait, une campagne de lancement. Okay. Une campagne de lancement. Qu'est-ce qui diffère si je reviens sur la campagne de lancement de la campagne Ulule en 2016 et que je vois celle des sneakers ou du chino que vous lancez actuellement, qu'est-ce que je vais voir comme différence? Où est-ce que vous êtes amélioré? Alors, on s'est amélioré, je pense, dans l'image. En fait, comme je pense que ce qui fait un peu notre identité, c'est qu'on pose énormément de questions à nos clients. S'il y a quelques clients qui écoutent, ils sauront que leurs réponses au questionnaire ne sont pas vaines, puisqu'on lit tout et on se nourrit énormément de leurs retours. Et donc, en fait, on leur pose énormément de questions, autant sur le produit que sur la manière dont on vend, par exemple les shootings, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'on pourrait les améliorer, qu'est-ce qu'ils regrettent de pas avoir vu, qu'est-ce qu'on pourrait montrer la prochaine fois. Et donc on s'est amélioré, je pense, dans les images déjà, en orientant plus
les photos vers ce que les clients voulaient voir, en orientant aussi plus les vidéos vers ce que les clients veulent voir. Aussi, on commence depuis quelques mois à faire des vidéos de production, où on montre comment est-ce que par exemple les sneakers sont créés, quelles sont les étapes de production. On voit les personnes qui font les sneakers et quel est le niveau de précision qu'il faut pour chaque point de couture. Ça, c'est dans la vidéo d'annonce, de lancement. Ça, c'est dans une vidéo. Alors, du coup, maintenant, on fait 2 vidéos. Une vidéo pour montrer la production et une vidéo pour montrer un petit peu le lifestyle, comment le porter et tout ça. Ok. Tu as dit tout à l'heure, alors je reviens juste là-dessus, mais 100 000 produits vendus. Ouais. Pour combien de clients uniques? 26 000. 26 000, 4 produits par client en moyenne? Alors non. Du coup, en fait, on a 50% de gens qui ont acheté plus d'une fois. On fait énormément d'acquisitions, donc c'est un truc qui évolue sans arrêt. 50% des 26 000, donc 13 000 qui ont acheté plus d'une fois? Ouais. Okay. Et en moyenne, ils ont 4 produits dans leur placard de chez nous. Ok. Votre base augmente à chaque nouvelle vente. Absolument. Du coup, vous réactivez les anciens en annonçant les ventes à venir. Tout à fait. En fait, notre 82% de notre CA est fait par nos anciens clients. Donc, en fait, c'est vraiment nos clients fidèles qui génèrent un maximum de ventes sur nos produits. Ce qui est super parce que ça veut dire que vous maîtrisez bien le repeat. En tout cas, nos clients sont satisfaits. Vos clients sont satisfaits des superbes produits que vous vendez. Et comment tu travailles les nouveaux? Comment tu les fais venir? Alors ça, du coup, ça a pas non plus énormément évolué. On fait de l'acquise sur Facebook et Insta, pas mal. On a essayé pas mal d'autres canaux, YouTube, Google AdWords. Ça a pas autant transformé qu'on aimerait. Et en fait, Facebook et Instagram nous ramenaient jusqu'à maintenant assez de ventes pour que nous on ait des campagnes satisfaisantes. Donc on s'arrêtait là, mais on vient de recruter un gros qui va nous aider à aller taper d'autres canaux. Qui sera dans ton équipe? Qui est dans mon équipe, ouais. D'accord. Ces autres canaux, ce serait quoi? Si tu peux le dire. Benjamin d'ailleurs, je te salue. Les autres canaux, écoute, on va essayer ce qu'on. La question c'est quels sont les leviers en fait de croissance. Exactement. Déjà le parrainage, on a essayé une fois en faisant une sorte de parrainage un peu hybride, parce qu'en fait on a voulu faire du parrainage un lancement et donc on a lancé une opération de parrainage d'une semaine où du coup on a récupéré pas mal d'adresses email. Ça a bien marché en fait. Plutôt que de faire du parrainage de 5 €, ça nous déplaît pas mal de toucher au prix, puisqu'on pense que notre prix de vêtements est juste. Et en fait, on leur a plutôt proposé, si tu parraines 5 potes, t'as une paire de chaussettes, 10 potes, 15 potes, t'as un t-shirt, 30, t'as une chemise, voilà, un truc qui s'est bien passé. Et là, du coup, on pense le faire un petit peu plus, de manière un peu plus scalable, un peu plus evergreen, quoi. Ok. Voilà, le parrainage. Vous avez des influenceurs? Non, ça vraiment, on a. Parce que pas le temps, parce que vous y croyez pas, parce que vous avez testé que ça marche pas. Parce que on veut le faire bien et qu'on veut attendre d'avoir. En fait, on veut attendre d'avoir une vraie stratégie là-dessus pour se lancer et pas envoyer des produits à des gens qui s'en foutent. On veut vraiment avoir une vraie relation avec les influenceurs. Donc si on a bossé avec un gros blog de mode qui s'appelle Comme un camion, un autre qui s'appelle Very Good Lord, 1 ou 2 fois. Ça s'est toujours très bien passé, mais c'était des canaux d'acquisition qui étaient des partenariats, quoi. Ok. Donc réseaux sociaux, parrainage à venir, pas d'influence pour l'instant, de l'email, beaucoup. Ouais. Si on devait tout couper, n'en garder qu'un, ce serait quoi? L'email. L'email en numéro 1. En fait, l'email, c'est notre canal d'acquisition numéro 1. C'est ce qui drive peut-être 50-60% de nos ventes systématiquement. Ok. Et ce qui coûte alors de facto le moins cher parce que t'as pas d'acquise, t'as pas de push, t'as pas de sponsoring. En fait, c'est vraiment l'investissement sur la relation que tu as avec tes clients. Et en fait, celle-là, elle paye sur le long terme.
et si la relation va dans les deux sens. Si du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande énormément de choses, on leur envoie énormément de questionnaires, et en échange, on leur envoie énormément de contenu sur comment est-ce qu'on crée les vêtements. On explique comment est-ce qu'on les a écoutés, comment est-ce qu'on a analysé leurs réponses, et comment est-ce que du coup on a créé les vêtements. Et en fait, c'est énormément de temps en production de contenu visuel, écrit, et en même temps c'est celui qui est le plus rentable à long terme. Ok. Quand on parlait avant de commencer cet entretien, tu m'as dit que vous êtes vraiment une boîte d'inbound, que tu appliques, que tu as un schéma directeur qui est celui de Jeff Walker. Exactement, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah en fait c'est un entrepreneur américain, Jeff Walker, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Launch, qui explique comment faire un bon lancement de produit et comment expliquer à ses clients pourquoi est-ce que son produit est bien, avec une séquence très simple d'email. C'est la séquence qu'on a reproduit et qu'on a appliquée sur notre modèle, et comme on fait des bons produits, nos clients viennent, et voilà. Donc des bons produits, du bon contenu surtout. Contenu. C'est effectivement une relation de confiance qui s'établit entre le client et la marque, et ensuite énormément de contenu pour nourrir la base sur la communauté sur les contenus qu'ils veulent, et ensuite les lancements. C'est quoi le coût d'un lancement produit chez Asphalt? C'est très difficile à mesurer. Vraiment, c'est compliqué puisque tu as 5 personnes qui travaillent au produit. Ouais. Et qui lancent une quinzaine de produits par an. Ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, il y a pour chaque produit là ses vidéos, cette recherche, j'imagine. T'as la recherche, effectivement. T'as la vidéo, la photo, tout le temps qu'on passe dessus. C'est très difficile à estimer. En tout cas, Mais il y a un réel investissement, c'est ça votre structure de coût, elle est ici. Pour l'interrogation, pardon. Tout à fait. En fait, les coûts, ils sont mesurés par rapport à une boîte de fringues normale, parce que nous, on n'envoie pas une collection de 50 000 pièces à produire avant de la vendre. Et que vous êtes en direct. Vous ne vendez que sur le site. Effectivement. Et on vend que sur le site, on est en direct. Donc en fait, nos coûts, ils arrivent avant la production. Enfin, dans une certaine mesure, des coûts fixes. Effectivement, on a des coûts fixes pour développer le produit. Faire une quinzaine de prototypes avec différentes usines, ça coûte cher. Et bosser ça coûte plus cher que de faire une vidéo en Espagne ou dans le sud de la France, dans les Calanques. Ouais, effectivement. Ok. En fait, depuis le début, on se débrouille un peu avec les moyens du bord pour faire nos shootings, avec en revanche des très bons photographes et vidéastes qu'on sélectionne sur le volet, et ça c'est peut-être les trucs et un mannequin extraordinaire, Stéphane, qui nous suit depuis le début, qui est excellent. Et là encore, on avait vu sa tronche et on avait décidé que ce serait lui notre mannequin avant de trouver le nom d'Asphalt. Ok. Parce que pour nous, il correspondait exactement à ce qu'on... Il est mannequin. Ouais, c'est un mannequin. Il est mannequin, il est photographe également. Ok. Et vous ne faites que la France pour l'instant. Ok. Alors, on se resserre en verre d'eau. Vous ne faites que la France pour l'instant. Vous allez vers l'international? Pas encore. On a essayé une fois au bout du 3e produit, je crois. On a essayé de faire quelques campagnes à l'international, mais ça marchait pas hyper bien. Enfin, c'était 3 fois plus cher qu'en France. Et en fait, comme on a vraiment cette stratégie de contenu, on a un ton qui est assez spécifique. On s'adresse aux gens. Alors ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, et on choisit de s'adresser aux gens avec un ton qui serait le ton d'un pote qui te conseille une fringue. Bon, on dépasse pas les bornes, mais voilà, ce ton il est assez spécifique, et ça fait partie de notre identité. Et en fait, de reproduire ça, et donc toutes les références toutes les blagues qu'on fait, toutes les références qu'on donne sur des films qu'on aime bien et tout,
Et ben en fait à l'étranger ça passe pas, ça marche pas en fait. Il faut trouver un nouveau ton, un ton adapté, quoi. Exactement. Ouais. Et ça du coup ça demande autant de recherche que ce qu'on a fait sur la France. Donc et puis aussi parce que pour le moment on n'a que 26 000 clients. Donc en fait les Français masculins en fait Il y a encore du levier avant Ouais. de la marge avant de tout à fait de on saturer. peut encore toucher pas mal de gens. Donc Ulule, avec une méthode de lancement que vous réappliquez puis améliorez pour les produits suivants, ça marche bien dès le départ, mais aujourd'hui ça cartonne. Donc c'est quoi le tipping point sur les 2 dernières années, les deux et demi dernières années? Et c'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu vraiment. Donc c'est une croissance linéaire, enfin en tout Tout cas. à fait. C'est très linéaire. On a eu une croissance de clients. Ça a été pas mal de bouche à oreille. En fait, nos clients en parlaient à leurs potes. On a continué à. Tu l'encourages ça? Ah bah ouais, bien sûr. Comment? Dans les messages qu'on envoie, c'est pas automatisé. On dit pas automatiquement à chaque commande parle-en à tous tes potes, mais effectivement on l'encourage en envoyant en les remerciant en fait. Parce que sur notre page de fin de commande, on leur demande comment est-ce que vous avez connu Asphalt et on a peut-être 25% de bouche à oreille. Donc on sait que ça c'est un truc que nos clients font. Donc ça on les remercie, on les encourage sur le flyer qu'ils reçoivent avec les commandes, je crois. 25% de bouche à oreille dans les nouveaux clients, hein, c'est ce que tu viens de dire? Dans les clients les clients en général. Ouais. Ok. Bah, c'est pas une stat hyper fiable, c'est vraiment juste un typeform qui s'ouvre sur la page de remerciement à la fin de la commande, donc c'est globalement quoi. Ok. Les outils que vous utilisez, donc Shopify, est-ce qu'il y a des plugins, des add-ons Shopify, non? Typeform, tu l'as dit. Typeform, c'est vraiment sur ces trois-là qu'on fonctionne au quotidien. Mailchimp pour les newsletters et le transactionnel? Ouais, exact. Non, Ou le transactionnel, c'est Shopify. Shopify, ouais. D'accord. On utilise beaucoup Facebook Ads. Et ensuite, bien sûr, Instagram. Et c'est tout. Ok. Tu vois une différence entre Facebook et Instagram? Ouais, il y a effectivement les coûts par clic sont 2-3 fois plus élevés sur Instagram. La conversion est-ce qu'elle est trop plus élevée? À peu près, ouais. Okay. C'est pas évident Instagram. Pour le moment, tu vois, on a peut-être, je crois, 20% peut-être 17% de notre trafic qui vient de Facebook et 5 d'Instagram. Un truc comme ça. 17 Facebook et 5 Insta? Ouais. J'aurais imaginé l'inverse. Bah non, figure-toi qu'Insta, c'est tellement cher que c'est compliqué, quoi. Okay. Après, on fait quand même des conversions. Nous, en fait, on alloue le budget en fonction de Facebook, Insta, en fonction des campagnes et en fonction des produits aussi. D'accord. En fait, dès qu'on dépasse le budget qu'on est capable de dépenser par produit, on coupe la campagne. Ok, je comprends. Il y a des frictions pour vos clients, j'imagine, et ça, tu as plusieurs manières de les effacer, de les aplanir. Vous faites des retours gratuits, offerts, si ça me va pas, si la taille est mauvaise? Bien sûr, ouais, ça déjà c'est illégal de pas le faire, mais on est obligé de rembourser les gens s'ils sont pas contents, mais évidemment, ouais, on fait les retours gratuits offerts. Alors, la grosse friction sur notre site, c'est que là, la livraison est payante. On fait payer nos livraisons 9 €. On sait que c'est compliqué pour nos clients qui nous le reprochent pas mal, et en même temps, en fait, c'est ce on marche sur la tête, hein, c'est quand même dingue. Ça coûte quelque chose de livrer, ouais. Voilà, mais bon. Et ça nous coûte beaucoup plus du coup de les livrer, et ensuite, du coup, les retours et les échanges sont gratuits. Sont gratuits, ouais. Ok. Donc c'est juste que ça c'est logique, c'est que si quelqu'un n'est pas content et veut être remboursé, il est remboursé de la totalité de ce qu'il a payé. Ok. Et sur les nouveaux clients, est-ce que tu vois une friction ou est-ce qu'ils s'arrêtent dans le process? En fait, on a, il me semble, 27% des gens qui... Non, n'importe quoi. Je crois que c'est peut-être 5% des gens qui s'arrêtent à cette étape. Et qui vont pas au bout de la commande. Qui vont pas au bout de la commande à cause de cette étape en fait, c'est 9 € les frais de livraison. D'accord, 5%. Ah, ça dépend des produits. Non, mais parce dans qu'en ces fait, là, ouais. par exemple, sur un costume
à 300 €. 9 € pour les frais de livraison, ça paraît normal. En revanche, sur une chemise à 69 €, là, ils voient vraiment la différence proportionnelle. Okay. Donc là, ils sont un peu plus frileux. Okay. Donc ça varie entre 5 et 20%. Ouais, mais 5 et 20% sur 5 millions, ça fait 250 000 à quelques centaines de milliers. Ouais, effectivement. Mais en fait, ça aussi, c'est des frictions normales. Les gens qui ajoutent au panier, ensuite qui reach checkout, comme il dit sur Shopify, et ensuite les gens qui passent commande. Il y a forcément de la déperdition. Et nous, cette déperdition entre ajouter au panier et arriver à la fin, je crois que c'est de 30%, quelque chose comme ça. Ok. Vous avez donc essayé YouTube, vous faites les réseaux sociaux, vous avez fait un peu de parrainage, vous allez en faire plus. Il y a d'autres supports que vous avez utilisés. La presse, vous faites des PR? Pas du tout. Pardon, ça, des relations publiques. Ouais, des relations publiques. Ça, on en avait essayé avec 2 agences sur 6 et 7. Et c'était très décevant. Donc, on a décidé qu'on allait se concentrer sur les canaux d'acquisition qu'on maîtrisait en interne. Et donc, pour le moment, c'est ce qu'on fait. Et on n'externalise pas. Surtout, on veut savoir ce qu'on dépense et ce qui nous rapporte. Parce qu'on est vraiment sur un modèle où on fait très peu de marge par produit. Donc, on peut pas vraiment se permettre de dépenser 10 000 balles par mois dans une agence qui va nous avoir 2 articles dans 6 mois. Ouais. Et comme vous êtes en ligne, en maîtrise de toute la chaîne, vous maîtrisez vos coûts. Exactement. Dépenses ok. Attention, probablement qu'avoir une agence de PA, une bonne agence, ça peut être très utile en fonction du business du business des gens. Et nous, pour le moment, ça n'a pas été déterminant. Et peut-être qu'on aura bientôt une agence PR, je sais pas du tout, mais pour le moment, en tout cas, on n'en a pas eu besoin et on ressent pas le besoin. Ok. Quels sont les KPI sur lesquels tu gardes un œil toute la journée? Bah bien sûr le trafic, le taux de conversion, le nombre de commandes, les utilisateurs. Alors là, on a défini les utilisateurs actifs et les utilisateurs inactifs. Ça, c'était très compliqué. Les cohortes, évidemment. C'est quoi un utilisateur inactif pour Asphalt? Ça, c'est vraiment en fonction du business des gens. Donc nous, on définit un utilisateur actif comme quelqu'un qui a commandé il y a moins de 6 mois. Ah, c'est fun. Un utilisateur actif a commandé il y a moins de 6 mois, donc commande 2 fois par an. Au-delà de 2 fois par an, il est actif. Voilà, c'est ça. À peu près. Les utilisateurs inactifs, c'est ceux qui n'ont pas commandé, donc qui n'ont pas commandé entre 6 mois et 1 an. Non, pardon, et ouais, c'est ça, inactifs. Et les utilisateurs perdus, c'est ceux qui ont arrêté de commander depuis 1 an et demi. Ok, tu les travailles? Pas encore. Pas encore. Pour le moment, on fait pas de segmentation. Okay. Et on parle à tout le monde de la même manière. On va commencer probablement à devoir segmenter puisqu'on va augmenter le rythme des précommandes. Et du coup, on va devoir segmenter la base pour leur parler en fonction de ce qu'ils pourraient aimer et du rythme auquel ils veulent qu'on leur envoie des mails. Ok. Comment est-ce que vous faites pour que le client soit enchanté par Asphalt? Au-delà de la qualité, enfin des produits comme tu l'as déjà dit, est-ce qu'il y a un petit truc en plus? Alors ça, ce serait un mot à la main, je sais pas, pas vraiment. C'est vraiment. Je pense que c'est le produit aussi. Il y a quelques clients qui nous disent arrêtez de faire du packaging, vous m'envoyez juste le produit et juste pour du coup éviter de produire trop de packaging. Mais en fait, non, il y a pas vraiment de secret. Je pense que c'est le produit qui parle de lui-même, en fait. Bon produit, bon prix, c'est ce que tu dis un peu plus tôt, quoi. Effectivement. Et du coup, un produit qui tient sa promesse aussi. Parce que du coup, on vend un produit en expliquant qu'est-ce que ce produit vaut et comment est-ce qu'il va les aider dans leur vie quotidienne. Et il faut que ça tienne sa promesse. D'accord, entendu. Petite question pour finir, enfin une grosse question, mais sur laquelle j'aimerais bien ton input. T'as fait de l'e-commerce avant Ouais. Quel domaine? Alors t'as fait PrestaShop sur l'ancienne boîte la boîte précédente. 6 et 7. Avant j'avais fait Drupal, j'avais fait Jimdo aussi, un CMS. Et donc dans quel domaine? Très varié. En fait, j'avais un WordPress dans la photo.
Et ensuite Jimdo où on vendait des sites web avec une agence que j'ai essayé sur laquelle j'ai bossé avec des copains. Donc ça fait longtemps que tu baignes ou que tu touches à l'e-commerce. Effectivement. PrestaShop. Un mec qui se lance demain, qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi les clés de succès pour 2019, 2020, 2021? Bah alors pour moi 2019, 2015 ou 2021, je pense que la clé du succès, elle est toujours la même. C'est de comprendre ce que les clients veulent. C'est de comprendre qui sont les clients, ce qu'ils veulent et comment leur expliquer ce que tu as répondu à leurs problèmes en créant un bon produit. Ok. En fait, c'est vraiment tout simple. La promesse d'Asphalt, c'est tu nous dis ton problème, on le résout, on te le propose en précommande, t'attends un peu et tu reçois ton produit qui répond à tes problèmes dans quelques mois. L'attente, c'est combien de temps en général? Ça dépend, ça peut aller de 1 mois à 3-4 mois. Ok. Et ça encore, c'est... Et vous y travaillez ou c'est accepté, c'est comme ça? Non, on y travaille, on essaie d'anticiper. C'est très compliqué d'anticiper la production sur des produits comme ça, parce que du coup, on peut se tromper, et si on se trompe, ça peut nous foutre dans la merde. Donc on essaie de réduire la période de précommande, enfin le temps d'attente. Le temps d'attente, ouais. En tout cas, les premiers sont livrés plus tôt. Ok. Parce qu'on lance une petite partie de la production où on est sûr d'arriver au moins à ce niveau de production-là. Tu échelonnes ta précommande? Exact. Et en fait, ça, on fait plusieurs batchs de livraison. Du coup, pour que les premiers soient livrés plus tôt, ce qui, du coup, les récompense d'avoir été les plus rapides. Et les autres sont livrés peut-être 1 ou 2 mois plus tard. Okay. Et voilà. Excellent. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé pas de problème, cette histoire avec nous. Que c'était clair et que c'était utile. En tout cas, passionnant et une super histoire de comment est-ce qu'on arrive à créer une boîte qui fait plusieurs millions de CA sur le digital uniquement, des beaux produits, un super stratégie de content et d'inbound. Asphalt-paris.com, ASPHALTE comme l'asphalte, -paris.com. Et Paris, PARIS. Ça doit être ça. Ouais. Rodolphe, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous pour nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection, ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.